I'm coming to the cottage. Hollander, you're having panic attack. You will murder me. Hola, bon dia. Ici Anaïs, Bibi pour les intimes. Et comme on est des intimes, vous pouvez m'appeler Bibi. Bienvenue sur ma chaîne. Et ici, on parle pop culture, films, séries, mode et tout ce qu'il y a entre. Et aujourd'hui, peut-être que vous l'avez deviné, mais on va parler d'une de mes séries préférées du moment, Heated Rivalry. C'est parti. Alors, c'est une série canadienne qui est en train de retourner tout BookTok et tous les hopeless romantics d'internet, moi y compris. Et c'est une série qui, en gros, met en lumière deux joueurs de hockey de la NHL. Ce sont les Ronaldo et Messi sur glace, ce sont les deux grands rivaux de la ligue, les deux superstars de la ligue. Sauf que, plot twist, they be and they be loving drama. Et en fait, dans ce milieu hyper masculin, dans ce milieu où l'homosexualité est encore super tabou, leur relation prend une ampleur assez particulière. Il faut savoir quand même que Heated Rivalry, c'est une série qui est adaptée d'un livre écrit par Rachel Reed qui s'appelle Heated Rivalry. Et c'est un livre qui s'insère aussi dans un univers. Donc il y a d'autres livres qui s'insèrent dans le même univers que Heated Rivalry. Et d'ailleurs, je crois que c'est le second livre Heated Rivalry de sa saga. Alors pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo? C'est pas pour juste professer mon amour pour Heated Rivalry, puisque sinon ça sert à rien, ça n'a aucune valeur ajoutée. Mais c'est juste que j'ai remarqué que parmi la salve d'appréciation hyper positive sur cette série, il y a quelques critiques, il y a eu quelques détracteurs de cette série qui ont émis des arguments que je me devais de déconstruire, de contrecarrer de manière construite, argumentée et réfléchie. Because we are intellectuals. Désolée pour ma voix un peu cassée. En fait, je me suis réveillée il y a à peine 1 heure et là, il est actuellement 7h30 du matin. Je suis en train de faire cette vidéo avant d'aller au taf. Donc, ça va être un peu speed. Bear with me. Ok? Thank you. Alors, ce que beaucoup de ces critiques ont avancé, c'était une hypersexualisation des personnages. C'était qu'il y avait trop de... je suis obligée de me censurer à cause de YouTube. Il y a aussi des gens qui ont décrit le manque de diversité des corps. Et il y a aussi eu cette peur de la fétichisation des relations gays par les femmes hétéros. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes hétéros. Enfin, je suis une femme hétéro aussi, mais il y en a beaucoup qui sont archi bizarres. Et c'est une problématique que je comprends parfaitement. Donc il y a beaucoup de critiques qui, en dehors du contexte de la série, sont hyper pertinentes et sont hyper valables. Mais je trouve que certaines de ces critiques sont nourries d'un conservatisme qui ne se sait pas forcément. Et je me devais de déconstruire ça. Ou en tout cas de tenter de déconstruire ça, because who am I? Like, I know I'm a bad bitch, but still, like, I'm trying to stay humble a little bit. Bizarrement, mon accent matin, ça va, hein. Pour moi, Hated Rivalry, dans le monde des séries actuelles, notamment des séries de romance, c'est vraiment un vent frais. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans ce genre-là, là tout de suite, je pense uniquement à Heartstopper et à Love, Simon. Et c'est assez rare de voir, excusez-moi, c'est assez rare de voir des séries avec des personnages gays ou queer au premier plan et pas relégués au rang de meilleur ami, hyper jovial et exubérant. Donc ça fait du bien un peu de sortir de ces stéréotypes et de ces clichés qui font plus de mal que de bien en réalité, because queer people can be... Non, je vais le faire en français. Parce qu'en vrai, les personnes queer peuvent être introverties, peuvent être réservées, peuvent être timides et peuvent être aussi multidimensionnelles.
Donc en vrai, qu'Hollywood fasse mieux et qu'Hollywood sorte un peu de ces clichés, de ces stéréotypes qui datent de l'an 150 avant Jésus-Christ parce que ça va 2 minutes en fait. Et ensuite, moi, voir deux hommes se chercher, s'aimer à l'écran, ça m'a absolument pas empêché de m'identifier à ces personnages. Bien au contraire, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai soufflé, j'ai souffert avec eux, j'ai même fait mes valises aussi pour The Cottage. Et puis, même cette série, carrément, elle m'a donné, je pense, pendant 5 minutes, parce qu'il faut pas déconner, un peu d'espoir pour ma vie amoureuse. Et ça, c'était cool. Et ça, c'était cool. Alors, une des principales critiques, c'était que certains avaient critiqué la quantité de... dans cette série. Ce que je peux comprendre. C'est vrai que ces dernières années, on a tous remarqué qu'il y avait énormément de relations intimes à l'écran, gratuites, qui ne faisaient pas forcément avancer l'intrigue et qui étaient juste là, soit pour réaliser les fantasmes d'un réalisateur, soit pour attirer un public. Because, en vrai, qu'on le veuille ou non, le vend toujours, ça vend toujours. Ça attire toujours un public, même s'il y a de plus en plus, et notamment côté Gen Z, qui dénonce le fait qu'il y en ait beaucoup trop, et ça c'est vrai, beaucoup trop de scènes gratuites. Et souvent en plus ces scènes intimes, elles sont filmées, elles sont produites sous le prisme d'une domination masculine. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu après. Sauf que avoir cette critique-là dans le contexte de la série, pour moi, je sais pas si je vais trop loin, mais pour moi c'est quand même faire preuve de conservatisme. Parce qu'en fait, on oublie aussi, je sais pas si on oublie ou si on n'a pas compris le genre dans lequel Hated Revelry s'insère, mais Hated Revelry, à la base, c'est un livre de romance smut. Ok. Donc, du coup, je, je comprends pas forcément pourquoi les gens étaient choqués ou ont fait un rejet des scènes intimes dans Hated Revelry quand en fait ça correspond tout à fait au genre. Parce que l'adaptation euh, scénaristique est apparemment hyper fidèle selon les fans du livre. Donc en fait, j'ai pas compris cette critique-là parce que that's the whole point of the book. Surtout que les scènes intimes entre Hollander et Ilianov, je suis désolée, entre Shane et Ilya, I can do the last names. Euh, c'est à travers ces scènes-là en fait qu'on voit l'évolution de leur relation, qu'on voit les sentiments qui sont en train d'émerger. Et c'est à partir de cette relation physique-là que se crée une intimité émotionnelle. C'est même à un moment il y a un. Si vous n'avez pas vu la série d'ailleurs, spoiler alert, parce que regardez la série avant, à vos risques et périls. Il y a un moment où, lors d'une de leurs relations, bah, Shane note un changement chez Ilya et ça lui fait peur et il fuit. Et en fait, c'est vraiment dans ce cadre-là, même s'il y a d'autres paramètres aussi dans la relation, mais c'est dans ce cadre-là qu'on comprend la relation et qu'on comprend ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. So, vraiment, je comprends pas ces critiques-là parce que finalement, ces scènes intimes, elles sont pas gratuites, elles cherchent à faire avancer l'intrigue et c'est grâce à ça qu'on comprend ce qui est en train de se passer entre les deux personnages principaux. So I don't get it. I don't get it. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens qui ont comparé Hidden Rivalry et Heartstopper et j'ai trouvé ça absolument dingue et absolument hors sujet. Parce que dans Heartstopper, euh, on se parle de deux adolescents qui sont en train de découvrir leur sexualité. Dans Heated Rivalry, on est en train de se parler de deux adultes qui en sont déjà conscients et qui sont juste en train de l'explorer. En tout cas pour Shane. Donc déjà, vous avez 4 personnages qui sont à des stades différents de leur vie. Et ensuite, vous avez 2 genres complètement différents. Heartstopper, c'est vraiment une romance adolescente. Et Heated Rivalry, comme je viens de le dire, c'est de la romance et du smut. Et en fait, pour moi, ce sont 2 genres qui existent dans un univers qui est commun, la romance, mais qui existent dans des sous-genres qui sont différents. Et pour moi, il n'y a pas de hiérarchie en fait, c'est juste différent. Et ce qui m'a un peu agacée, c'est cette diabolisation du oui, il y en a beaucoup, oui, c'est gratuit, mais je pense que c'est pas tant le
Le problème, c'est surtout que ce qu'on voit le plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de relations intimes qui sont produites selon le male gaze et selon une domination masculine. Et souvent, parfois d'ailleurs, ces scènes, elles sont... Il y a une forme de violence en fait là-dedans, notamment pour les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont adoré voir cette série parce que elles voyaient enfin des scènes intimes où il n'y avait pas cette notion de dominance, il n'y avait pas cette notion de violence, de dominance, de domination, pardon, et il n'y avait pas cette notion de violence. Donc, really, I don't get it. Je comprends pas pourquoi il y a eu ce rejet des scènes intimes dans Hidden Beverly. Je pense qu'un des problèmes, enfin, ce qui a créé ce rejet-là, c'est chez les détracteurs, c'est que les scènes sont hyper explicites, oui, effectivement. Et surtout, c'est comme si, en fait, avoir dans les séries ou dans les livres, notamment de romans, ça salissait en fait l'œuvre. Et je trouve ça dommage en fait de penser comme ça salit. Enfin, en fait, c'est pas sale. C'est pas sale, c'est beau. Et en fait, les trois personnes qui sont là en train de regarder ma vidéo, ben, ne seraient pas là si vos parents avaient pas. Donc, du coup, vraiment, il n'y a rien de sale. Ça ne dénigre en rien l'œuvre dans laquelle ces scènes intimes s'insèrent. Et je pense que c'est important de parler de ça et de véhiculer ça. Parce que oui, il y a beaucoup, 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 beaucoup de... Dans les séries, dans les films, bref, dans les médias. Parfois c'est gratuit, parfois ça ne sert à rien. Mais de là en faire un rejet catégorique dès qu'on en voit, girls and the gays, ayons un peu de nuance en fait. Et en vrai, ce rejet m'a pas tellement étonnée parce qu'il y a le Center for Scholars and Storytellers de l'université américaine UCLA qui mène tous les ans une étude sur les attentes des jeunes, notamment des adolescents et des jeunes adultes, concernant les médias et les histoires qui sont racontées dans les médias. Et donc c'est une étude qui s'appelle Teen and Screens. Et en fait, on sent bien qu'il y a un shift global sur les attentes des... Désolée, je remets mon chapeau parce que ça glisse. Voilà, ça fait partie de mon look, donc ça doit être sur ma tête. Mais il y a une étude qui a été menée et on sent en fait un shift global. Où en fait, les jeunes audiences, elles sont plus nécessairement intéressées par des histoires de romance, mais plutôt par des histoires d'amitié, ou en tout cas des histoires de romance où le paramètre de l'amitié est beaucoup plus prégnant. Ils veulent plus voir des relations saines et des relations non toxiques. Par exemple, je prends mes chiffres, il y a 54,1% des jeunes qui ont été interrogés qui ont déclaré vouloir voir des personnages qui ont décentralisé les relations amoureuses. Donc vraiment, il y a pas un rejet, mais il y a ce shift des attentes, de ce qu'on a envie de voir à l'écran. Et aussi, il y a une donnée aussi que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est que 60,9% des adolescents, des jeunes adultes qui ont été interrogés préfèrent voir des histoires qui sont centrées sur l'amitié entre les deux personnages plutôt que sur leur relation intime. Et en fait, je me suis dit que ça va en parallèle de la dating life crisis que les adolescents et jeunes adultes sont en train de vivre. Il y a beaucoup d'études qui étaient sorties l'année dernière qui disaient que les adolescents et les jeunes adultes avaient de moins en moins de relations intimes. Donc forcément, si tu cherches de l'authenticité, si tu cherches à t'identifier au personnage que tu vois à l'écran, tu as envie qu'ils vivent un peu les mêmes choses que toi. Et donc si tu n'as pas beaucoup de relations intimes, qui est, je pense, lié à l'économie et aussi à la décentralisation du partenariat et du couple chez les jeunes générations. Mais si tu vis déjà ça, nécessairement tu vas être moins intéressé à voir ça à l'écran. So make sense. Mais de là à avoir tout un rejet parce qu'il y a des scènes intimes à l'écran, désolée, là je suis pas d'accord. Et ensuite, le point que j'ai le plus noté aussi, c'est que, donc concernant le fait de ne pas vouloir de relations toxiques à l'écran ou de triangle amoureux parce que les personnes interrogées ne trouvaient pas ça intéressant, I get it. Mais d'un point de vue purement artistique, scénaristique, c'est pas nécessairement intéressant à écrire, je pense. Il va rien se passer à l'écran parce qu'il y aura pas d'obstacle, il y aura pas de tension. Après, je dis pas qu'on ne peut pas créer des histoires de romance en triangle amoureux. Mais je veux dire, s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas un peu de toxicité,
Est-ce que c'est vraiment intéressant à écrire? Et quand j'ai toxicité, il y a toxicité et toxicité. Let's be clear. Mais le truc, c'est que ces relations de romance, en fait, elles reflètent juste l'expérience humaine. Les êtres humains sont messy, sont compliqués, sont indécis, prennent des décisions parfois qui n'ont aucun sens. Et en fait, les livres de romance ne font que refléter ça. Parfois, il y a des trucs qui sont un peu rocambolesques dans les séries, dans les livres de romance. Mais parfois, il y a des trucs où je me dis, les êtres humains sont tout à fait capables de faire des choses comme ça. So, si on veut de l'authenticité, je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête. Ensuite, moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette série, c'est que elle prend place dans un milieu sportif de haut niveau. Donc, c'est un milieu où, ok, on connaît pas forcément le hockey sur glace, mais ça reste un milieu sportif hyper masculin, comme le football ou comme le basket ou peu importe. Et c'est un milieu donc où l'homosexualité est hyper tabou et que le langage des vestiaires est hyper homophobe, hyper sexiste, hyper misogyne, tout ce que vous voulez. On le sait. Même si on est en 2025 et qu'il y a énormément de changements, on le sait que c'est toujours le cas. Et encore aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de campagnes qui sont faites, il y a beaucoup de démarches qui sont faites par les différentes ligues, des différents milieux sportifs, qui sont faites pour lutter contre l'homophobie et toute forme de discrimination, on vit encore dans une société, on vit encore dans des milieux où l'homosexualité ou la queerness en général n'est pas acceptée, n'est pas tolérée, n'est pas protégée. Et donc du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir écrit un livre sur ce milieu-là, même si la série a fait tellement de bruit, il y a une réception tellement positive. Oui, je pense que ça va créer des conversations autour de ce milieu-là, mais je ne pense pas que ça va créer de gros changements. Ne soyons pas naïfs. Déjà, je ne pense pas que les joueurs de hockey qui sont dans le placard aient regardé la série, peut-être parce que ça peut réveiller des traumas, ou peut-être parce que tout simplement ça les intéresse pas. Parce qu'en vrai de vrai, je ne suis pas sûre qu'en écrivant le livre, l'autrice avait le public gay en tête. Je pense que c'est un livre qui a été écrit avec des femmes en tête. Mais en tout cas, j'espère que le public queer et gay qui a regardé cette série-là ou qui a lu les livres, en tout cas, j'espère qu'ils ont pu s'identifier au personnage et ouais, j'espère qu'ils ont pu apprécier ce livre-là parce que c'est important d'avoir des médias qui nous représentent correctement selon la communauté à laquelle on appartient. Donc ouais, je suis pas naïve quant au fait que non, ça va pas, comment dire, ça va pas encourager des athlètes à faire leur coming out parce qu'on sait qu'on est dans une société qui reste homophobe et qui reste intolérante. So, let's be clear about that. Ah puis, et ce que je trouve dommage par contre, c'est qu'il n'y ait pas eu d'instance où dans le scénario, dans la série, j'ai pas lu le livre, donc je sais pas si c'est le cas dans le livre, mais dans la série, en tout cas, on n'aborde pas justement ce paramètre de langage de vestiaire, du fait que dans les vestiaires, les joueurs peuvent être homophobes, peuvent être sexistes, peuvent être misogynes, parce que je pense que c'est un point crucial dans le fait que les joueurs préfèrent rester dans le placard et préfèrent ne pas faire leur coming out. Et j'ai trouvé ça, je sais pas si c'était naïf, mais j'ai trouvé ça extrêmement dommage de ne pas l'avoir inclus dans la série, puisque pour moi c'est un point important, si ce n'est le point important de l'histoire de Scott, qui refuse de faire son coming out parce qu'il sait qu'il peut ne pas être accepté. Parce qu'en vrai, en fait, dans les vestiaires, on sent pas du tout d'homophobie. Et je dis pas que les joueurs ne sont pas des gens progressistes et tolérants, mais ça m'étonnerait qu'encore aujourd'hui, il n'y ait pas encore cette culture-là. Donc j'ai trouvé ça dommage de ne pas l'avoir inclus. C'était ma seule critique une de mes seules critiques de la série. Et enfin, pour moi, le succès de Hated Rivalry, c'est la preuve qu'il y a un besoin, il y a une envie d'avoir de la nouveauté à l'écran de la part des audiences. Et ça, c'est un truc que Hollywood, j'ai l'impression, dans ce genre-là spécifiquement, n'a toujours pas réussi à faire. Et, euh, et je trouve que avec pas beaucoup de moyens, je pense que ça va changer à la saison 2, je pense qu'ils auront beaucoup plus d'argent, mais que là, avec pas beaucoup de moyens, ils ont réussi à créer une série d'une qualité vraiment élevée. Et je pense que les services de streaming ont beaucoup à apprendre de Hated Rivalry.
Parce qu'on peut mettre beaucoup d'argent, énormément d'argent, avoir des grosses stars, des grosses productions et servir des séries franchement moyennes, voire médiocres. Et Hated Rivalry, c'est la preuve que en y mettant du cœur, en y mettant son âme et en ne méprisant pas le genre qu'on est en train de produire, qu'on est en train de créer, en tout cas l'œuvre qu'on est en train de produire dans un genre qui est historiquement méprisé parce que misogynie et sexisme, let's be clear, on est capable de produire des petits bijoux, des petits diamants. Et donc je pense que l'audience a envie de voir de plus en plus de ces choses-là. Et aussi ce que j'ai remarqué, c'est que le public a aussi envie de voir de nouvelles têtes. Le public a envie de voir de nouvelles têtes parce qu'en fait on n'en peut plus de voir les mêmes personnes. Parce qu'en fait avant, la télévision, et j'inclus tout ce qui est streaming et tout dans la télévision, c'était un pont pour aller vers le cinéma pour les acteurs. Sauf que maintenant, c'est un pont que ces acteurs-là franchissent à leur guise, selon les vents et selon les chèques qu'on leur propose. Et donc du coup, les mêmes acteurs que tu vois à la télévision, mais tu les vois aussi au cinéma, et en fait, t'es fatigué. T'es fatigué, on n'en peut plus, et on a vraiment envie de voir de nouvelles têtes. Et donc, ouais, on a vraiment envie de voir de nouvelles têtes parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça suffit. Et donc, il y a tellement de talents dans cette industrie. Il y a tellement de jeunes talents. Il suffit juste de leur donner leur chance. Parce que vraiment, Shane et Connor, je veux dire Hudson qui joue Shane et Connor qui joue Ilya, ont fait un job absolument exceptionnel. Et puis François Arnaud aussi qui joue Scott. Ils ont fait un travail exceptionnel et en fait on sent que c'est des acteurs qui avaient envie de faire un excellent travail, qui vraiment ont aimé leur personnage, on sent qu'ils sont tombés amoureux de leur personnage et qu'ils avaient envie de tout donner et qu'ils avaient vraiment envie de raconter l'histoire de ces personnages-là de manière hyper authentique. Ça a absolument fait la différence. Je pense qu'ils l'ont pas uniquement traité comme un job qui va payer leurs factures, mais ils l'ont également traité comme une histoire qu'il fallait absolument raconter de manière authentique, de manière avec de l'âme et avec du cœur. Et ça a fait toute la différence. Et en vrai, ce que les Canadiens ont réussi à faire, bah, c'est pas la mer à boire en vrai. C'est pas la mer à boire, ils ont juste respecté leur audience. Ils ont fait le taf. Et c'est super bien fait. Et l'audience apprécie. Donc, qu'Hollywood prenne des notes. Et j'espère aussi qu'on aura de plus en plus de séries canadiennes qui font le buzz comme ça. Parce que vraiment, les Canadiens, ils sortent des bijoux et je sais pas si c'est moi parce que je suis dans ma bulle, mais j'ai l'impression que tout le monde n'est pas forcément au courant. Je veux dire, les Canadiens, c'est eux qui nous ont sorti Degrassi, ok. C'est eux qui nous ont sorti 15A, donc 15A pour les connaisseurs, ceux qui connaissent, vous êtes des vrais. C'est eux qui nous ont sorti, pas dans la romance, mais Viking. C'est eux qui nous ont sorti Orphan Black. Donc vraiment que les Canadiens mettent plus l'accent quand c'est eux qui font les séries, parce que parfois on a l'impression que c'est des séries américaines, et en fait non, c'est des séries canadiennes. Et en fait, give credit where credit is due, rendons à César ce qui appartient à César, parce que ils nous pondent des bijoux. Donc ouais, mettons plus la lumière sur l'industrie canadienne, parce qu'en ce moment, Hollywood fait des trucs, I don't know. I don't know. Et quand je dis qu'on sent que les acteurs y ont mis leur âme, ils ont mis leur cœur, ils ont absolument voulu respecter l'audience, il n'y a rien qu'à voir la manière dont dont Connor se transforme en russe. Dans l'expression de son visage, dans la diction. Alors moi, j'y connais rien en russe, mais moi, j'ai vraiment l'impression de voir une personne russe quand je vois Connor jouer. Et c'est absolument incroyable. Et Shane, pas Shane, mais Hudson, est un excellent Shane. Dans ses micro-expressions, dans son regard, dans tout, on sent que c'est une personne hyper réservée, hyper timide. Maybe he's on the spectrum. Je crois que j'ai vu des théories selon lesquelles Shane serait on the spectrum de l'autisme. Et il le fait tellement bien, c'est tellement bien fait, cette anxiété sociale, et ce truc où il arrive quand même à jongler entre être réservé, être timide, être parfois socialement pas très conscient, et en même temps, bah, il arrive quand même à être socialement capable d'avoir une vie sociale, quoi.
Ma phrase n'a aucun sens. Mais il est socialement capable de créer des relations, d'avoir des conversations, d'être aussi, comment dire, d'être aussi extraverti quand la situation le demande. Donc, I can relate to Shane, actually. I'm a Shane. Yeah, I'm a Shane. Yeah. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est tout ce que j'avais à dire sur Heated Rivalry. C'est pas dans l'ordre, c'est pas ordonné, c'est chaotique, mais en vrai de vrai, là sur les deux trois vidéos, vous avez bien remarqué que j'ai décidé d'apprécier le chaos, j'ai décidé de to embrace the chaos. Euh, Parce que why not en vrai? Genre, dehors c'est messy, dehors c'est le bordel, dehors c'est le chaos. Je vois pas pourquoi je devrais me débrouiller pour garder tout ordonné. Et des fois, genre, l'organisation, non. C'est important d'être organisé. Mais parfois, être ordonné, genre, pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Même si vous l'avez pas appréciée, en vrai, je m'en fous. Et puis en vrai, ouais, débattons, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, abonnez-vous. Et quoi d'autre? Ouais, abonnez-vous, suivez-moi sur mes réseaux, je les ai mis en description. Et quoi d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Et en fait, il est 8 heures. Donc, je vais prendre mon petit déj et aller au taf. Donc, voilà. Allez, bisous. Bye.